Jérôme Stirneman, qui, avec Dalil Amroun, vont nous parler du registre national de la maladie de Gaucher. Donc Dalil, qui est là, qui est présent, qui est responsable de plateformes de registres, en particulier la maladie de Steinert, la maladie de Pompe, et qui est très facilitateur dans la conception de l'outil et dans l'aide qu'on peut avoir pour l'établissement de toutes les données pour ce registre. Merci Jérôme. Alors, bonjour à tous. Donc, en effet, je vais vous présenter quelques chiffres du registre français de la maladie de Gaucher. En effet, donc là, comme l'a dit Nadia, la plateforme logistique de cette base en fait, est réalisée par Dalil Amroun. Et donc, c'est vraiment un point important de la réussite de ce projet. Et puis, donc, ce registre fait partie du Centre de référence des maladies lysosomales et puis est rattaché au CETG aussi. Et puis, donc, Nadia Belmatoug en est la responsable. Et puis, Monia et Karima donc, en sont les attachés de recherche qui alimentent beaucoup ce registre. Alors, mes conflits d'intérêts, donc j'ai aucune rémunération personnelle, mais il faut savoir quand même que Gensheim et Shire financent donc ces attachés de recherche clinique via des contrats avec l'assistance publique. Alors, le registre français de la maladie de Gaucher a été donc initié par le CRML et puis il a été labellisé donc, par le comité des registres INVS et INSERM depuis 2009 avec un renouvellement de cette labellisation qui a été obtenu en 2016. Donc, le financement initial de la solution informatique a été fait par l'association Vaincre les maladies lysosomales. Et puis un financement de l'INVS et de l'INSERM, et puis les deux ARC, comme je vous ai dit, qui sont donc financés par Gensheim et Shire. Le comité scientifique de ce registre est en fait le CETG, et donc si vous avez des projets à proposer, il faut finalement passer par le CETG qui valide ou pas la pertinence de ces projets, puis après on peut éventuellement donc discuter d'utiliser les données du registre. Il y a un consentement des patients qui doit être obtenu, qui était demandé initialement oralement, mais qu'on essaye maintenant d'avoir écrit. Et puis, bien sûr, une autorisation de la CNIL et la conception originale, comme on l'a dit donc, par Dalil Amroun. Donc ça, c'est juste comment est la forme de ce registre qui est donc disponible donc, via Internet, avec bien sûr une plateforme totalement sécurisée. Alors, ce registre, on a probablement une quasi-exhaustivité du nombre de cas, puisque on obtient finalement via les données des laboratoires de diagnostic, des services hospitaliers et puis de l'assurance maladie, les diagnostic de maladie de Gaucher, et je pense qu'on a une quasi-exhaustivité des cas. Par contre, les patients sont suivis et on n'a pas forcément toujours un suivi exhaustif pour tous les patients, et puis donc on peut avoir des données manquantes, et ce qui est assez fréquent. Donc c'est pour ça que c'est un travail de tous d'envoyer les données et de faire en sorte de faciliter vraiment l'introduction de ces données. Alors, quelques chiffres sur une extraction que j'ai faite au 31 janvier 2017, donc vous voyez que c'est assez frais, avec donc 632 patients donc, qui ont été enregistrés depuis 1980, puisqu'il y avait un côté rétrospectif dans ce registre. Et parmi ces 632 patients, 136 qui sont décédés et 496 qui sont vivants. Alors, c'est sur les 496 vivants et pas 505, il y en a 87 qui ont moins de 18 ans, puis à peu près autant de femmes que d'hommes. Puis on voit que l'âge médian actuel est de 48 ans, puis l'âge médian des premiers symptômes de 12 ans et l'âge médian au diagnostic de 22 ans. Sur ces 496 patients, on en a identifié 150 qui ont une atteinte familiale, donc en général dans la fratrie. Et puis, 438 sont de phénotype 1. Actuellement, 3 seulement ont un phénotype 2 et sont vivants, et 22 ont un phénotype 3. Et puis, vous voyez que pour certains, on n'a pas suffisamment de données précises, et donc le phénotype reste pour nous inconnu, même s'il est probablement déterminé pour ces patients, mais on n'a pas forcément les données. Et puis, les symptômes qui amènent au diagnostic sont dans 70% des cas la splénomégalie et dans 49% des cas la thrombopénie. Quelques éléments d'évolution de ces patients. Il faut savoir que 148 patients ont au moins eu
au moins un événement osseux, à savoir une ostéonécrose, un infarctus ou une fracture pathologique. Environ donc 43 patients ont un pic monoclonal, 43 patients connus, ce qui fait que sur les patients qui ont eu une immunofixation, finalement presque près de 30% qui ont un pic monoclonal parmi ceux qui ont eu une immunofixation identifiée. Et puis au moins 15 patients ont un syndrome parkinsonien, en sachant qu'on est probablement sous-diagnostiqué. C'est 15 patients identifiés, mais on n'a probablement pas toutes les données. Et puis, 47 patients ayant un type 1 sont actuellement décédés sur les 438 identifiés, avec un âge médian de décès. On ne le connaît pas toujours, on n'a pas toujours la date de décès. Et donc, l'âge médian du décès pour ceux qui sont connus est de 68 ans. Enfin, les traitements. Sur les 496 patients donc, vivants, 294 sont traités actuellement. 195 par imiglucérase, 11 par miglusta, 63 par vélaglucérase, 7 par taliglucérase et 18 par éliglusta. Il faut savoir que là encore, on a probablement un petit retard sur ces informations, puisqu'on n'a pas forcément actualisé tout. Donc pour conclure, le registre donc, est exhaustif en nombre de cas, mais pas forcément dans toutes les données recueillies. Solution informatique performante et puis donc effectuée par Dalil Amroun. Donc 632 patients enregistrés, la majorité de type 1, et puis 294 donc, traités. Puis vraiment, donc, merci à tous pour la collaboration, l'envoi des lettres de consultation ou les bilans d'hôpital de jour, parce que c'est grâce à ça qu'on arrive à actualiser les données. Et puis, donc, pas mal de perspectives, dont certains donc, projets que vous verrez dans cette journée. Donc, merci à tous, aux patients déjà d'accepter de participer au registre, à tous les membres du CETG, au CRML, et puis à tous les médecins qui participent donc, à ce registre. Merci. Des questions ? Alors, sur le plan des thérapeutiques qui sont utilisées, il y a un délai, il y a une inertie, parce que nous recevons des courriers très régulièrement, de plus en plus complets, avec vraiment des valeurs quantitatives. Il manque parfois dans les rapports que l'on a ou dans les comptes rendus, il manque parfois le poids, et ça nous permettrait d'ajuster sur le plan du traitement en unités kilos par rapport aux enzymothérapies substitutives. Et il est important d'avoir donc des valeurs quantitatives, mais aussi là où on pêche et on pourrait peut-être s'améliorer, c'est tout ce qui concerne les valeurs qualitatives en termes de douleur, en termes de qualité de vie. Et là, je pense qu'on va faire un effort pour ouvrir le registre. Et pour cela, Dalil Amroun est très facilitateur, puisque dès qu'on a un nouvel item à rajouter, il le fait de façon assez rapide. Un exemple, à l'arrivée de éliglusta, eh bien, nous avons rentré dans le registre le statut de métaboliseur de ce traitement. Donc ça, cette plasticité est très importante, parce qu'il y a plus de 20 ans, on avait travaillé avec un outil qui était un outil privé. Il fallait, à chaque fois que l'on rentrait un item, il fallait rajouter de l'argent. Donc là, comme le registre est institutionnel, puisque c'est au CHU de Montpellier et qu'on a des réunions registres, c'est très facilitateur. Donc vous verrez qu'il y a une inertie en termes de traitement, puisqu'on verra le nombre de patients qui sont sous éliglusta, par exemple, ou sous enzymothérapie. Mais ça, c'est lié à l'inertie d'un registre. Il y a un délai. Est-ce qu'il y a des questions à poser ? Alors, il y a un topo, après, qui s'appelle « Évolution à long terme », que je fais avec Agathe Massot. Et donc, dans ce topo, j'ai voulu faire l'évolution des patients dans mon centre de référence, où là, les données sont un peu plus exhaustives, puisqu'on a un centre de référence, donc on a des ressources pour alimenter et faire en sorte que les patients aient leurs examens plus systématiquement, avec aussi des patients un peu plus sévères également, et un suivi. Et donc là, je vous dirai exactement quelles sont les causes qui sont reliées, non reliées, associées, éventuellement en relation avec la maladie de Gaucher. Et je pense que là, ce sera peut-être un travail qu'il faudra que l'on fasse ensemble avec tous les participants du CETG. Pour compléter, c'est clair que ça fait partie des données où on manque vraiment d'informations dans certains cas, quoi. Et donc, c'est difficile de faire des statistiques quand il y a beaucoup de données manquantes. Mais c'est clair que c'est vraiment un travail important, je pense qu'il faut qu'on réalise. Oui, parce que les patients, en fait, quand ils
on les suit sur toute une vie. Ils ont donc ils peuvent avoir des complications comme tout un chacun, et ils peuvent être suivis dans différents services et décédés dans un service d'hématologie, dans un service de cardiologie. Donc ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on peut avoir exactement la date du décès, mais la cause exacte, on ne l'a pas forcément. Donc là, il va falloir de l'énergie, de la ressource, parce qu'il est possible de connaître les causes de décès en appelant avec des sécurités satisfaisantes la commune de naissance, par exemple, hein, ou bien d'aller voir carrément dans le dossier médical. Donc c'est tout ce travail qu'il va falloir qu'on fasse. On vous donnera le projet de recherche et puis ce sera probablement à la fin du projet de recherche que l'on aura exactement toutes les données. Alors, on a déjà quelques données puisqu'on travaille, mais voilà, ça sera exposé donc, cet après-midi. Pour compléter, c'est vrai que ces patients qui sont non traités, certains perdus de vue, c'est un gros travail qui est fait, qui est coordonné par Christine Serratrice qui est ici, elle vous en parlera. Et justement, l'objectif principal est d'identifier tout l'impact de cette maladie lorsqu'elle est considérée comme peu agressive et donc peut-être un peu moins bien suivie d'ailleurs. C'est ce qui doit être mis en évidence par ce projet, qui est donc très important pour la communauté Gaucher et pour le registre.